Bonjour à vous tous et bienvenue à Sens Politique, celui qui essaye de mettre du sens dans la vie des gens, mais également dans tout l'aspect plus grand que la vie des gens, qui sont les organismes. Les organismes qui ont un sens dans la vie des gens, dirais-je. Et le 29 janvier dernier, la Corporation de développement communautaire d'Amos lançait sa campagne « La pauvreté, c'est profond ». Et pour en parler aujourd'hui, je reçois Carole Boucher, directrice générale de cette corporation. Bonjour, Carole. Bonjour, Guylaine. Merci pour cette invitation. Quand j'ai vu tout de suite une campagne sur la pauvreté, j'ai fait comme ni un ni deux. Je dois les rejoindre. Je pense que c'est important d'en parler. Dans un contexte inflationniste comme on le vit, ça crée probablement plus de gens pauvres. Et ce qu'on voit de plus en plus aussi, c'est qu'on commence à voir une différence entre les pauvres et les riches. Il n'y a plus de juste milieu. La classe moyenne semble se retirer tranquillement en vitesse pour laisser place seulement qu'à deux catégories, les pauvres et les riches. Ben, tu as tout à fait raison. En fait, l'inflation joue sur le visage de la pauvreté. Tu sais, quand on dit le visage de la pauvreté change, on a de plus en plus de gens qui travaillent au salaire minimum à temps complet, qui se retrouvent dans nos banques alimentaires, qui se retrouvent en situation de vulnérabilité économique. Puis il y a de plus en plus de monde aussi pour qui ça arrive. Donc, évidemment, nous, ce qu'on souhaitait, c'est un peu interpeller la population par rapport à cette situation-là. Mais ce n'est pas de cette année qu'on veut faire ça. Mm-hmm. C'est juste que là, on a eu comme une opportunité, je te dirais, pour le faire, mais ça fait quand même 10 ans que c'est dans nos cartons, cette campagne-là de lutte à la pauvreté. Je te dirais qu'au niveau de la corporation, de façon transversale, j'ai dans ma mission lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Fait que ça fait partie de mon regard, mon œil quand je mets quelque chose en place. C'est-à-dire que si je travaille sur le logement, je ne vais pas travailler sur le logement privé, je vais travailler sur le logement social. Je ne vais pas travailler sur le transport individuel, je vais travailler sur le transport collectif. OK. Ceci étant, quand on a fait des trucs en lien avec la pauvreté, on s'est souvent fait dire par nos collaborateurs, avec raison, vous mettez toujours à l'avant-plan les bons pauvres, ceux qui ont déjà un capital de sympathie. C'est qui les bons pauvres? C'est la maman monoparentale, c'est la personne qui vient de se séparer, c'est la personne qui est malade. Celle qui est plus dans l'inclusion de ça, là, qui a un capital de sympathie. Qui a un capital de sympathie. Tu sais, évidemment, si on parle de gens en situation de pauvreté parce qu'ils ont une dépendance, parce qu'ils ont une problématique en santé mentale, parce qu'ils ont... Là, les gens ont un petit peu plus de réticence. OK, je viens de saisir ce que tu dis, là. OK, c'est celui qui vit la pauvreté, mais en même temps avec un regard un petit peu extérieur. Il y a une compassion. Tu sais, ceux pour qui il y a une compassion. Tu sais, quand on parle de maman monoparentale, là, tout le monde veut les aider. Ouais. Quand on parle de gens qui ont une maladie, quelle qu'elle soit, qui se retrouvent en situation de pauvreté, on veut les aider. Ils sont inclusifs. Absolument. Ouais. Tu sais, c'est comme on a déjà un capital de sympathie, on a déjà une compassion pour ces gens-là. Par contre, il y a des gens, par exemple, puis là, je vais dire ça, les gens qui sont sur le BS de père en fils, on a un peu moins de compassion. Ouais. Mais ça s'explique. Il y a des éléments qui viennent expliquer ça. Fait que là, on se disait, ça n'a pas de bon sens. Il faut parler de toutes ces situations-là qui font en sorte que quelqu'un peut se retrouver en situation de pauvreté. Toutes, sans exception, capital de sympathie ou pas. Mais comment on en parle pour que ce soit simple? Mettons, je veux te parler de la pauvreté intergénérationnelle, là, puis que je te sors des statistiques. Puis là, tu sais, mon public cible, c'est souvent les gens proches de moi parce qu'ils ne sont pas tous dans mon domaine, évidemment. Fait qu'ils sont un peu monsieur, madame, tout le monde. C'est sûr qu'après 30 secondes, là, ils se veulent les gens à l'envers, ils ne comprennent pas, c'est trop compliqué. Fait que notre enjeu, c'était ça. Comment on fait pour parler de ces éléments-là qui sont aussi complexes que ça, de façon simple, pour que les gens puissent se retrouver et faire « OK, là, je comprends. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ce niveau-là? » Puis là, bien évidemment, on a eu des opportunités pour aller chercher une firme de communication. OK. Parce que, tu sais, moi, j'ai une expertise dans le domaine social, mais pas en communication. Fait que là, voici ce que je veux dire. Je le sais. Comment je dois le dire pour qu'il soit attractif, que les gens me comprennent, que ça attire l'œil, l'attention? Je ne le sais pas. Fait qu'on a choisi une agence de communication qui est très loin de ce qu'on a fait là. J'ai accepté le défi, le mandat, en disant « OK, c'est pas ça qu'on fait d'habitude, mais ça nous intéresse. » Ce que ça nous a permis de faire, c'est d'amener certains éléments d'information, puis qu'eux, qui sont loin de ça, nous disent « Hein,
Je savais pas ça. Ben, parfait. Si ça te surprend comme individu, c'est là-dessus qu'on va miser. C'est ça qu'on va mettre à l'avant-plan parce que toi, tu représentes aussi la clientèle cible, les gens à qui je veux m'adresser. Fait que c'est comme ça, tranquillement, pas vite, qu'on a monté la campagne en peaufinant notre discours, qu'est-ce qu'on veut dire, comment on veut le dire. On a misé sur 9 éléments qui peuvent être vécus par les gens en situation de pauvreté, qui peuvent précipiter des gens en situation de pauvreté. Mais on veut aussi ramener les discussions à la surface. On veut parler des vraies affaires, des vraies causes de la pauvreté qui, elles, sont systémiques et politiques. C'est justement tout ça qu'on va parler aujourd'hui. Je t'explique un petit peu le concept de l'émission, 3 volets. Alors, à chacun des volets, il y aura une pause où on pourra prendre une gorgée d'eau, mais ne te gêne pas, tu peux prendre de l'eau avant. OK? Mais là, pour commencer, moi, j'aimerais te connaître. J'aimerais connaître votre organisme. Qui est cet organisme-là, la Corporation de développement communautaire? Ça fait quoi dans la vie? Peux-tu m'expliquer tout ça? OK. Je vais essayer de t'expliquer ça simplement, en fait, parce que c'est une bébite quand même assez complexe. OK. Corporation de développement communautaire d'Amos a été mis en place en 92. Donc, on a quand même plusieurs années d'existence. Notre mission, on est un regroupement d'organismes communautaires et d'entreprises d'économie sociale qui favorise la participation active de ses membres au niveau du développement socio-économique. OK. Mais là, avant toute chose, tu dis que vous êtes, vous êtes dans le regroupement, justement, de ces organismes-là. Mais pourquoi ça prenait une corporation pour pouvoir, comme, gérer tous les organismes? En fait, on ne gère pas. Vous ne gérez pas? On ne gère pas tous les organismes. Je te dirais que des CDC, il y en a 69 au Québec. OK. CDC, c'est notre petit Il n'y en a nom, pas beaucoup, quand même. Bien, quand même 69. Fait que, tu sais, en fait, on n'est pas une par MRC. Là. Il y a des CDC qui se définissent autrement. Il y a des régions où il n'y en a pas encore. Mais on est 69 au Québec. On a tous les mêmes mandats. Information, formation, travail en partenariat, etc. Et nos membres, on travaille avec eux sur des enjeux de développement social. Moi, je ne les gère pas. Je ne les coordonne pas. C'est des partenaires. OK. Puis je les appuie quand ils ont des demandes spécifiques. C'est-à-dire, par exemple, j'ai un enjeu de gouvernance. Est-ce que la CDC pourrait nous soutenir? Oui, parfait. Okay. Là, la loi 25, protection des renseignements personnels, on ne sait pas trop quoi faire avec ça. Est-ce que la CDC aurait un outil pour nous? Oui, assurément. Là, il y a un enjeu politique. Comment qu'on gère ça? On se mobilise-tu? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le discours? On va assurer la logistique de ça. Mais on fait surtout de la coordination de table de concertation puis du travail en partenariat. OK. Donc, quand il y a des enjeux qui sont plus grands que nous, là, on vit telle affaire. Le logement, il n'y a pas de logement. Là, mon monde, situation de pauvreté, pas de logement. Les femmes qui sortent de la maison Micanard retournent avec le conjoint violent, pas de logement. L'accueil, les gens avec qui on a travaillé pour les sortir de situations d'itinérance, on se retourne à la rue parce qu'il n'y a pas de logement. Qu'est-ce qu'on fait? Puis là, bien évidemment, tu as des employeurs qui disent pénurie de main-d'œuvre, pas de logement. Qu'est-ce que je fais? Je vais être attractif, ça ne marche pas. Fait que la CDC, souvent, on va prendre ça. Tout ce beau monde-là qui a un enjeu de logement, puis qu'individuellement, ils n'arrivent pas à faire quelque chose, puis on va s'asseoir ensemble, puis on va se dire, parfait, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, on va trouver des solutions collectives. Donc, on travaille en concertation, mais dans un objectif avoué de mettre en place des actions structurantes, concrètes, pour répondre aux enjeux de territoire qui sont simples ou complexes. Rarement simples, je te dirais, souvent complexes. Mais c'est ça. Fait qu'on travaille avec les gens. Puis on a demandé à notre 25e anniversaire à différents partenaires à quoi ça sert une CDC sur le territoire. Puis ils nous ont dit une CDC, c'est pas compliqué, c'est l'ange gardien de la vision globale du développement du territoire. Oh, vous avez un beau rôle quand même. Absolument. Absolument. Puis tu sais, c'est quand même plusieurs partenaires qui sont allés en ce sens-là. Fait qu'on essaie de faire hommage à la perception que les gens et les partenaires ont de la CDC. Merci pour ce beau descriptif. Ça m'en dit un peu plus sur le rôle de la CDC parce que on entend parler, mais qu'est-ce que ça fait dans la vie? T'sais? Il y a tellement d'organismes qu'on ne connaît pas. Absolument. T'sais, on connaît le nom, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font. Puis en même temps, je te dirais que la CDC, moi, je travaille beaucoup avec des partenaires. Je travaille très peu avec des citoyens. C'est rare. Là, on a un comité avec, qui est en lien avec la lutte à la pauvreté, qu'on va travailler avec des citoyens. Fait que quand on demande à la population en général, est-ce que vous connaissez la CDC? C'est sûr qu'ils vont vous dire non dans une très, très grande proportion. Maintenant, si tu interroges des partenaires, tout ce qui a un acronyme à quelque part, organisme quelconque. S'ils ne connaissent pas la CDC, dis-le moi, là, je vais faire mon bout de chemin parce qu'il me reste quelque chose à faire visiblement. Excellent.
Alors, on va passer au premier volet, Carole, si tu me le permets. On va aller faire une prise de conscience sur votre campagne « La pauvreté, c'est profond ». Avise quoi exactement? Tu sais, vous voulez sensibiliser la communauté d'abord, mais peux-tu m'expliquer un peu comment vous allez vous prendre? Là, on est dedans dans cette campagne-là. Oui. Est-ce qu'on peut la voir? C'est quoi votre objectif? Pourquoi vous voulez faire cette campagne-là? En fait, je n'ai parlé un peu tantôt, parler de l'ensemble des éléments qui peuvent faire en sorte que quelqu'un se retrouve en situation de pauvreté, démystifier des préjugés, puis on avait envie d'élargir le discours, puis d'arrêter de mettre de mettre à l'avant-plan ce qu'on qualifie de bons pauvres, en fait. Et de bons pauvres, OK. Oui, mais tu sais, ceux qui ont un capital de sympathie, un peu comme je mentionnais, les mamans monoparentales, les gens qui sont malades, pour qui, tu sais, les gens sont en situation de pauvreté, mais tu sais, on a beaucoup de compassion pour eux. Mm-hmm. Fait qu'ils sont quand même bien perçus. Mais il y a tous les autres pour qui on a un peu moins de compassion. On ne comprend pas tant ce qui se passe avec eux. Puis on est dans un contexte aussi où monsieur, madame, tout le monde, c'est quand même légitime de se poser des questions sur la pauvreté parce que, mettons que je prends ça généralement. Je fais là, on est en pénurie de main-d'œuvre. Tu sais, je veux dire, si tu veux te trouver un job, là, ça se fait de même. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu décides de rester chez vous sur bénéficier de l'aide de dernier recours sur l'aide sociale? C'est un peu ça qu'on voulait démystifier. Ça, c'est un raccourci mental. Il y a beaucoup d'emplois, tu n'en occupes pas un, tu es en situation de pauvreté. Là, comment? Vas-y, puis tu es capable. C'est ça. C'est plus profond que ça. OK. Tout le monde n'a pas les compétences, les habiletés. On n'a pas tous le même vécu. Des enfants qui vivent en situation de pauvreté ont 34 plus de chances d'avoir des difficultés à intégrer les notions académiques à un niveau scolaire, etc. Fait que tout ça, ça vient influencer. C'est plus simple que il y en a de la job, trouve-toi-en. Tout le monde n'est pas capable d'occuper un emploi. Okay. Tout le monde n'a pas les habiletés, les connaissances, les compétences. Puis tout le monde n'a pas une situation qui permet ça. Par exemple, j'ai un trouble en santé mentale. Ça se peut que j'ai des difficultés. Ceci étant, on voulait parler de tout ça. Puis, l'objectif étant clair, moi, je veux ouvrir des consciences. Je veux que les gens se posent des questions, qu'ils fassent « Oh, finalement, c'est vrai que la pauvreté, c'est plus complexe que ça. C'est plus complexe que trouve-toi une job puis travaille. Qu'il y a des éléments qui peuvent expliquer qu'il y a des gens qui ont des difficultés à travailler, à se trouver un emploi. Tu sais, si tu manques d'habileté sociale, là, ça se peut que tu fasses un emploi, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis tu sois congédié. Ça se peut que tu aies besoin d'accompagnement, puis de développer tes connaissances, tes compétences, tes habiletés. Fait que c'est pas que ça. C'est pas juste « je veux pas travailler ». C'est plus complexe que la simple paresse, disons ça comme ça. Fait que c'est un peu de ça dont on voulait parler, ces situations-là, faire en sorte que les gens se posent des questions, prennent conscience que ça existe, parce qu'il y a aussi, on va se le dire, il y a des gens qui sont pas conscients non plus que ça existe, la pauvreté. Non, effectivement, tu sais, les gens qui sont plus dans la moyenne ou la classe plus riche... sont loin de cette réalité-là. Absolument. Donc, ils peuvent pas nécessairement la voir. Il y a de l'ignorance là-dedans. Quand tu n'es pas plongé à l'intérieur de gens qui la vivent autour de toi. C'est ça. Donc, souvent, on a l'être humain des ailleurs. Hein? Bien, tu l'as nommé, hein? Quand c'est pas ton milieu, là. Tu sais, bon, ça m'est arrivé, je te dirais, dans la dernière année, à quelques reprises, de discuter d'itinérance avec des gens. C'est quoi? Il y a des itinérants à Moss? Oui, c'est... Oui. Fais, OK, cette personne-là, puis sans jugement, là, cette personne-là ne savait pas que ça existait. Exactement. Un entrepreneur qui débarque chez nous, suite à la nuit des sans-abri, qui dit, je ne savais pas qu'il y avait des itinérants à Moss. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, voilà ma carte. Je ne sais pas ce que je peux faire, mais je ne savais pas que ça existait. Fait que c'est un peu ça, de mettre à l'avant-plan la pauvreté, d'ouvrir les consciences, ça existe, de créer ce capital de sympathie-là pour tous les gens qui sont en situation de pauvreté, pas juste ceux qu'on connaît pour qui on a déjà un capital de sympathie, mais élargir ça. Puis évidemment, créer une espèce de sensibilité par rapport à ça. Ce qui fait que, tu sais, on le sait, là, au niveau politique, quand il y a un aval de la population, c'est plus facile. Puis moi, j'ai déjà dit à un élu, il m'a dit, nous, on a une conscience sociale par rapport à ces éléments-là. Ce que j'avais répondu, c'est ça va te prendre du courage politique. C'est ça que ça va te prendre. Parce que c'est pas un sujet pour lequel on a l'aval de la population. Oui. Fait qu'évidemment, quand il n'y a pas ce capital de sympathie-là, bien, un gouvernement est tout à fait
c'est tout à fait facile de ne pas mettre en place tant de choses que ça, puis la population ne crie pas non plus. Il est moins il est plus insensible à la pauvreté. Tu sais, ça doit être quand même assez difficile pour un gouvernement ou même pour le commun des mortels quand tu n'es pas dans cette réalité-là. Tu vois pas qu'il y en a. Tu sais, faut que tu te plonges au travers sur le terrain, aller voir des organismes qui travaillent dans le domaine, puis de te mettre, tu sais, comme au lieu d'avoir la tête dans le sable, bien, c'est de sortir sa tête puis de regarder ce qui se passe sur le terrain, puis de voir que finalement, il y en a plus qu'on pense. Absolument. Puis, tu sais, la campagne qu'on met en place, c'est un peu ça. Prends conscience que ça existe. Sois curieux. Confronte tes valeurs, tes idéaux, tes perceptions, tes jugements, parce qu'on en a tous des jugements. Tu sais, envers les mamans monoparentales, on a un jugement favorable. C'est un jugement. Envers les gens qui ont une dépendance, on a un jugement défavorable. Ça reste un jugement. Ouais. Puis, on le sait, là, des gens qui disent, moi, le monde en situation de pauvreté, une bière dans les mains, une cigarette dans l'autre, m'a-t-elle le dire, fait des choix corrects, puis... c'est ça. Fait que c'est un peu ça qu'on veut déconstruire, sur lesquels on veut travailler. C'est parce que c'est ça qui arrive. Il y a deux côtés à la médaille dans la pauvreté. Tu sais, quand on se met à juger par rapport... Tu sais, je peux m'inclure là-dedans. Là. Quand on se met à juger là-dedans, tu sais, mettons, moi, j'étais plus à Montréal qu'ici. Alors, tu pars sur la Sainte-Catherine, puis à tous les coins de rue, tu as quelques itinérants, tu sais, qui te demandent de l'argent. Et puis, là, tu les vois qu'ils fument. Il y en a qui boivent. Tu sais, tout de suite, le jugement fait en sorte que de dire, bien, regarde, il est capable de boire, il est capable de fumer. Donc, qu'est-ce qu'il fait là, sur le coin de la rue, à quémander? Je vais lui donner de l'argent, mais qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent-là? Fait que tout de suite, tu juges la situation de ce qui va se passer dans son raisonnement si tu lui donnes de l'argent. Tu sais. Ou c'est la même chose. À un moment donné, j'étais à Laval, j'arrive dans un centre d'achat, puis j'étais dans le stationnement, puis il y a un itinérant qui m'arrive, en ouvrant la porte, pouf, il me tend la main. Tu fais le saut. Puis là, il sent la cigarette, mais épouvantablement, là, c'est incroyable, là. Ça rentré dans mon véhicule, puis, tu sais, il me tend la main. J'ai fait comme, OK, pardon. J'ai pris 2 piastres, je lui ai donné. Mais en même temps, après ça, j'ai dit, j'ai-tu bien fait de donner? Tu sais, il va peut-être aller s'acheter un carton de cigarettes avec tout le change que le monde y donne, tu sais, au lieu de manger, au lieu de, tu sais, de prendre une décision réfléchie sur sa vie. Tu sais, dans la vraie vie, là, on a le droit de ne pas vouloir encourager la dépendance. Tu sais, moi, je comprends très bien les gens qui ont un malaise par rapport à l'itinérance, que les gens vivent, etc. 2 éléments. C'est sûr que moi, évidemment, on en rencontre là, des gens qui se retrouvent en situation d'itinérance. Puis, à un moment donné, j'ai un jeune couple qui me disait, là, on est en situation d'itinérance, on est en hébergement d'urgence à l'accueil. Là, mon chat se promène en ville. Tu sais, si j'avais fait un post Facebook, dire, il y a un chat en situation d'itinérance, tu quelqu'un qui veut le prendre, j'aurais eu je ne sais pas combien de posts de gens qui auraient fait, oui, je le prends, je le prends. Beaucoup d'empathie. Ouais. C'est sûr que moi, froidement, je peux faire, c'est ça. Il faut l'empathie pour les chats, mais les gens. Oui. Mais je comprends que tu ne veuilles pas héberger un être humain. Ça se peut que tu ne veux pas l'héberger chez toi, mais tu peux-tu t'assurer de faire en sorte qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de ces gens-là, puis soutenir les gens qui s'en occupent. Tu sais, on dirait que il y a une forme, oui, d'ignorance, mais est-ce qu'il y a une forme de peur? Absolument. Absolument. Tu sais, la peur de dire je prends responsabilité d'une autre personne. Ben, en fait, la crainte, elle est plus... Je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais par la méconnaissance. Je ne connais pas le phénomène d'itinérance. Je ne connais pas, puis on va se le dire, l'itinérance, santé mentale, dépendance, ça va souvent ensemble, des problématiques souvent concomitantes. Ça fait peur un peu. Quand on n'est pas un intervenant, là, il y a quelqu'un qui se parle tout seul. Faire la distinction entre le fait qu'il est dérangeant, dangereux, c'est 2 choses. On a une insistance aussi sur le fait que la maladie mentale explique beaucoup de gestes violents. Qui n'est pas toujours une corrélation, mais dans la tête de l'imaginaire collectif, ça reste. Exact. Fait que c'est un peu tout ça. C'est les perceptions, comment on voit ça, les craintes qu'on a, la méconnaissance, le manque d'informations qui font en sorte que ça peut faire peur. Mais sauf que il y a quand même des gens qui sont là pour travailler avec ces gens-là. Si on a une crainte,
Nous, on a donné une formation récemment qui s'appelle « L'homme qui parle aux autos ». En fait, on l'a offert à des commerçants sur la première. En fait, je n'étais pas dire la principale, mais non, la première. La bibliothèque, l'aréna, etc. Donc, tous ceux, centres d'achat, même chose. Tous les commerçants ou les gens qui ont à composer avec des gens qui sont dans la rue, qui ne savent pas trop quoi faire, qui veulent faire une distinction entre ce qui est dérangeant, ce qui est dangereux, qui veulent savoir quoi faire, où appeler s'il y a une situation qui est difficile, c'est quoi les ressources. On les a formés. Ils sont maintenant habilités. Ils savent quoi faire. Ils savent quoi observer. Ils savent comment agir. C'est bien ça que vous formiez les gens en entreprise pour pouvoir justement intervenir quand il faut intervenir. Absolument. Fait que c'est un peu ça. La connaissance amène l'ouverture. Ça ne veut pas dire que je vais être d'accord avec tout ce que je vois. Ça ne veut pas dire que je vais vouloir donner 2 piastres à quelqu'un qui boit. Oui. Mais en même temps, ce que je vais faire, c'est que je vais soutenir les bonnes ressources parce que je vais les connaître. Je vais avoir je vais avoir fait une réflexion par rapport à tout ça. Puis, en même temps, la dépendance, je te dirais, on a fait récemment un documentaire sur la consommation, puis il y a quelqu'un qui nous disait, moi, j'ai consommé à une période, j'ai consommé de façon très importante, et si je n'avais pas consommé, je serais mort. Parce que ça m'a permis d'engourdir une douleur à laquelle je n'étais pas prêt à faire face. C'est ça. Et le jour où j'ai été prêt, je me suis pris en main, je me suis pris en charge, je suis passée à autre chose. Maintenant, je vis bien. Mais on ne connaît pas le vécu des gens qui sont en situation de pauvreté, itinérance, dépendance, qui ont une problématique en santé mentale, dans quelle famille ils ont vécu, dans quel contexte ils vivent présentement, qu'est-ce qui leur est arrivé dans leur vie. On ne le sait pas. On n'est pas à l'aise avec ces clientèles-là, parfait. On peut-tu soutenir ceux qui soutiennent ces gens-là? Qu'est-ce qu'à ce moment-là, on va terminer avec celle-là, parce que, écoute, ça va vite avec toi, là, c'est beaucoup de choses là, qui se passent, là. Mais pour le commun des mortels, qu'est-ce que nous, on peut faire? Bien, déjà, d'accepter de se poser des questions, de prendre conscience qu'on a des jugements, que nos valeurs font en sorte qu'on peut avoir certains biais, de questionner ces biais-là, de vouloir s'informer, c'est un plus, de soutenir les organisations qui travaillent en lutte à la pauvreté, ça en est une autre, et de soutenir les projets. Tu sais, moi, je ne demande pas aux gens, par exemple, de faire du logement social. Mais tu peux-tu demander à ce qu'il y en ait puis soutenir ces initiatives-là quand il y en a? Mais je suis consciente que ce n'est pas monsieur, madame, tout le monde qui va faire ça, mais qui appuie ce genre d'initiative-là. Parce que si moi, comme citoyen, j'en ai pas de pouvoir ou très peu, c'est-à-dire que je n'emmènerai pas quelqu'un en situation d'itinérance à dormir chez nous, mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux au moins soutenir ce genre d'initiative-là. Puis je peux au moins demander à ce que les politiques gouvernementales soient structurantes pour les gens qui sont en situation de pauvreté. Parce que là, c'est un peu ça le problème qu'on a, c'est que les politiques ne sont pas tant structurantes. Bien, c'est justement, tu finis bien les choses, parce que nous, on va aller à la pause. On prend une gorgée, parce que vous avez entendu ma gorge, hein? Elle roule. Alors, on va prendre une petite gorgée d'eau, puis on revient justement, puis on va parler du côté politique maintenant. Absolument. Bon, bien, de retour en studio, toujours avec Carole Boucher, directrice générale de Corporation de développement communautaire à Amos. Alors, Carole, on a terminé sur la politique structurante. On va s'en aller plus dans un côté politique parce que dans une campagne, dans un organisme, dans toute chose, il y a une politique qui est en arrière. Il y a une politique qui découle beaucoup plus du national pour arriver à... peut-être qu'on peut justement montrer ta belle affiche là, à l'écran. Là. Alors, ça, c'est l'affiche justement de la pauvreté. C'est profond. Hein? On va en parler de toutes les causes qui sont ici. Mais pour arriver à ceci, eh bien, il y a de quoi qui s'est préparé longtemps d'avance. Et puis, longtemps d'avance, c'est parce que le national, ils ont commencé à discuter pour ensuite descendre des informations. Et même, des fois, c'est le territorial qu'il faut qu'il l'amène vers le haut. Et puis que finalement, qu'il se passe de quoi. Alors,
Parle-moi donc justement de ce côté-là politique au travers cette campagne, mais au travers de ton organisme là, qui vient à sensibiliser les gens. Bon, ça recommence. Pardon. À sensibiliser les gens justement sur la pauvreté. Bien, en fait, je te dirais que c'est deux choses. On a la politique. L'ensemble des politiques qui interviennent en matière de lutte à la pauvreté, elles sont gouvernementales. Donc, on comprend que c'est Québec qui gère ça. Ouais. Il y a très peu de politiques qui sont territoriales ou régionales. Ça. En fait, en 2002, l'Assemblée nationale a adopté la loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Suite à ça, on a eu 3 plans de lutte à la pauvreté différents qui sont descendus. Puis là, je vais t'interpeller. En fait, je vais te nommer les titres pour que tu comprennes bien l'orientation gouvernementale au fil des ans. De 2004 à 2010, on a eu un plan d'action gouvernemental en matière de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Il s'appelait comme ça, c'était son titre, c'était très clair. OK. Donc là, c'est des sous pour mettre en place différents projets qui vont venir pallier, soutenir les gens en situation de pauvreté, mais ça ne vise pas à les sortir de la pauvreté. On va mettre un plaster. Ouais. On va développer de la sécurité alimentaire, différents éléments. Mais c'est quand même pas mal tout le temps ça qui a été fait. Je sais, puis c'est ça qu'on voudrait qu'il change. En fait, pour qu'une politique soit structurante, nous, ce qu'on dit, c'est qu'elle doit intervenir sur 3 éléments. Le revenu, le logement, le transport. C'est les 3 principaux noyaux si on veut se permettre de lutter efficacement contre la pauvreté, mettre en place des politiques structurantes. C'est les 3 éléments sur lesquels on doit travailler, principalement. Ça fait du sens. Mais là, on nous donne des sous, principalement aux groupes communautaires, puis c'est correct, ça leur permet de développer des projets qui sont importants pour soutenir ces gens-là. Mais évidemment, il y aurait moyen, au niveau national, d'être un peu plus structurant puis permettre aux gens de sortir de la pauvreté et non pas de permettre à des groupes communautaires de les soutenir dans un contexte de pauvreté. Il y a une distinction importante à faire. Ouais. Deuxième plan de lutte à la pauvreté, lui, il s'appelait « Plan d'action gouvernemental en matière de solidarité et d'initiative sociale ». Là, on a perdu lutte à la pauvreté puis on a perdu exclusion sociale. On s'est dit, c'est quand même révélateur. Et le 3e plan de lutte s'appelait « Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale ». Donc, on comprend que l'orientation gouvernementale vise principalement à intégrer ces gens-là en milieu de travail. On exclut tout le reste. Tout ce qui pourrait être structurant pour lui permettre de sortir de la pauvreté. Ouais. Là, on mise vraiment sur le travail, l'accompagnement pour occuper éventuellement un emploi. C'est l'orientation gouvernementale. Nous, ce qu'on leur demande, c'est intervenir en matière de revenus, de logement, de transport. Mais là, je t'amène un questionnement. Quand tu parles justement d'économie qui veut les ramener au travail, en emploi, c'est pour avoir un revenu. Absolument. Ce n'est pas que ça. C'est juste ça. Il faut comprendre que c'est pas que ça. Il y a des gens qui ne seront pas capables d'occuper un emploi. Tu sais, il faut comprendre, là, je ne me souviens plus des derniers chiffres. Ça a augmenté en janvier. Mais en décembre, quelqu'un qui bénéficiait de l'aide de dernier recours, donc l'aide sociale, personne seule, sans contrainte à l'emploi, bénéficiait de 770 $ par mois. Par mois? Mais tu ne vis pas avec ça, là? Tu ne vis pas avec ça. Là, on leur demande d'entrer dans un processus d'intégration à l'emploi. Toi, tu es en situation de survie. Tu es possiblement interpellé régulièrement par ton propriétaire parce que tu as de la misère à payer ton loyer. Tu ne sais pas comment tu vas manger. Tu as de la difficulté à t'habiller. Il faut que tu payes ton hydro comme tout le monde. Il faut que tu payes tes trucs comme tout le monde. Puis c'est sûr que tu n'y arrives pas. C'est sûr. Puis là, par-dessus ça, on te dit, bien là, il faut que tu trouves un emploi. Tu as peut-être un manque d'habileté. Puis évidemment, il y a des organismes qui vont travailler en employabilité, là, qui accompagnent des gens par rapport à ça. Tu sais, Amrar, Vision Travail, etc. Tu sais, ils font ce travail-là. Mais les gens qui ne sont pas prêts, il faut aussi aller un peu plus en amont. Ce n'est pas tout le monde qui va là non plus. Fait qu'il y a d'autres éléments sur lesquels on peut intervenir. Puis tu sais, je vous donne un exemple. Là. Quand on a fait un documentaire sur le logement social, la jeune fille qu'on a mis à l'avant-plan dans notre documentaire, c'était une maman monoparentale qui, pour elle, le logement social, étant donné que ça coûtait beaucoup moins cher, il a permis un retour aux études. Fait qu'elle était à l'université. OK. Fait que ça lui a permis ça. Fait qu'on est ailleurs qu'occuper un emploi. Puis tu sais, mettons, là, on travaille avec des jeunes comités avec qui sont étudiants à la passerelle. Là, ils sont dans un programme où ils développent des compétences, des habiletés pour les remettre en action. Ils sont là. Si, pendant la période estivale, ils décident d'intégrer un emploi, ils sont sortis du programme. OK. Fait que tu sais, il y a comme des politiques qui sont mal adaptées pour les gens en situation de pauvreté. Il y aurait matière à faire plus. Tu
Tu sais, du logement social, là, on le sait, c'est une des clés pour sortir de la pauvreté. Les programmes ne sont pas adaptés. On n'y a pas accès parce qu'ils ne sont pas adaptés. Ce qui fait qu'il y a très peu de construction. C'est difficilement accessible. On peut-tu mettre des affaires en place qui sont accessibles? Là, évidemment, on a Mme Chantal Rouleau, qui est ministre de la Solidarité sociale, notamment, et de l'Action communautaire, qui s'apprête à déposer un 4e plan de lutte à la pauvreté, qui, on l'espère, va avoir un titre un peu plus révélateur, puis qui va vraiment travailler sur ces enlignements-là, et aussi une réforme de la loi sur l'aide sociale. Mais tu sais, c'est beau avoir ces titres-là, mais s'il n'y a pas de plan d'action, puis il n'y a pas d'action concrète sur le terrain, ça ne sert à rien. Bien, il y en a des actions concrètes. Puis tu sais, moi, je regarde, mais c'est un peu comme je te dis, les actions concrètes sont en lien pour soutenir les gens en situation de pauvreté, alors que si on veut les sortir de la pauvreté, bien là, les politiques sont un peu plus hautes. Mais sur le terrain, il y a quand même beaucoup de choses qui se font. Il y a plein d'organismes qui sont là pour soutenir ces gens-là, puis ils interviennent dans différents domaines. Tu sais, on a des groupes qui interviennent au niveau de hébergement d'urgence notamment, et plus long terme. Tu sais, je pense à l'accueil, Maison Mécana, etc. J'ai des groupes qui font du transport, des cuisines collectives, il y en a plein, distribution de denrées. Tu sais, ces groupes-là soutiennent ces gens-là. Mais les gens restent en situation de pauvreté. Ça a une coche au-dessus de ça pour faire en sorte qu'ils puissent sortir de la pauvreté. Par exemple, les gens qui bénéficient de l'aide de dernier recours ont le droit de gagner à peu près le même montant que fin des années 90, début 2000. On s'entend que le salaire minimum n'est pas le même. Fait que tu travailles beaucoup moins d'heures pour rejoindre le revenu que tu as le droit de gagner. Mais tu sais, c'est complètement ridicule parce qu'aujourd'hui, avec l'inflation, même la classe moyenne a diminué en classe vraiment beaucoup plus près de la pauvreté. Puis quelqu'un qui est dans la pauvreté, il est bien plus que dans la pauvreté. Ouais. Il est dans la merde. Oui, bien absolument, absolument. C'est hyper difficile pour ces gens-là. Excusez le terme, là, mais c'est ça, là, c'est la réalité. Alors, comment est-ce qu'on peut travailler de front avec des gens qui sont déjà dans cette pauvreté-là, quand les logements, difficile d'en avoir, 2, des fois, ils se font évincer parce qu'ils veulent augmenter les loyers. Ouais. Puis après ça, comment tu te retrouves un loyer? Fait que c'est rendu qu'il y a des gens qui doivent être plus qu'une personne dans un logement pour le payer. Absolument. Puis tu sais, la campagne est quand même très près des gens qui sont en situation de pauvreté. À la CDC, on travaille avec le comité AVEC. C'est essentiellement un comité. En fait, là, je te dirais que l'approche a été mise en place par le collectif pour un Québec sans pauvreté. Il s'agit essentiellement de travailler avec des gens qui sont en situation de pauvreté puis les positionner comme des experts. Pourquoi ce ne serait pas eux les propres porte-parole de leur situation? Fait que j'ai Mylène, ma collègue, qui travaille avec son comité à identifier qu'est-ce qu'ils vivent, comment ils vivent. Puis ensemble, ils font un projet. Puis on ne sait jamais ce sera quoi le projet. Ça dépend du groupe, en fait, avec lequel on travaille. L'année passée, le groupe a décidé d'aller rencontrer nos élus pour leur parler de logement, notamment. Ils sont allés rencontrer M. Dastou, Mme Blais. Ils ont pris la parole. On a travaillé ça avec eux quand même quelques semaines. Puis en même temps, une des premières activités qui a été réalisée avec eux, c'est de dire, mettons, je te donne une baguette magique. C'est quoi ton monde idéal? Qu'est-ce que tu veux, toi? Premier élément qui est ressorti, je veux un logement. Je veux un logement à moi que je ne serais pas obligée de partager avec plein de monde ou je veux un logement que je vais être capable de payer. Deuxième chose, je vais avoir accès à des soins dentaires. J'ai pas ça. Troisième chose, je vais avoir accès à des fruits et des légumes frais. J'ai pas ça. Moi, je vais au dépannage alimentaire, puis tu sais, des fois, j'achète du congelé, mais c'est un peu ça. Fait que, tu sais, tout ça, là, c'est des besoins de base. Il n'y a personne qui a dit « Moi, j'aimerais ça avoir une Ferrari ». Personne n'a dit ça. On est vraiment dans les besoins de base. Ouais. Fait qu'on comprend que ces gens-là, ils sont en survie tout le temps. Puis là, on leur demande de mettre un peu plus d'énergie pour se sortir de cette pauvreté-là, alors qu'on ne leur donne pas les moyens pour y arriver. Moi, j'ai beaucoup d'espoir en lien avec ce qui va ressortir. 4e plan de lutte à la pauvreté, la réforme de la loi sur l'aide sociale. On a quand même Mme Blais qui est adjointe à Mme Rouleau. Fait qu'on l'a ici dans notre circonscription. On parle avec elle régulièrement sur la pauvreté en général, ce qui est à mettre en place, ce à quoi ils doivent réfléchir. Il y a une belle ouverture qui est là. Maintenant, comment ça va se traduire pour vrai? Bien, là, on va le voir quand le plan de lutte va Et ce plan de lutte-là, il est dû pour quand, au juste? Il est dû pour là. OK. Disons ça, on l'attend éminemment. Okay. Disons ça comme ça. Okay.
Fait que j'ai bien hâte de voir son contenu. La loi, la réforme de la loi sur l'aide sociale aussi, on a hâte de voir son contenu. Fait que, tu sais, tout ce qu'on veut, nous, on soutient ces gens-là, on travaille avec eux. Maintenant, le gouvernement peut-il mettre en place des leviers pour réellement qu'ils puissent sortir de la pauvreté puis mettre en face l'ensemble des efforts qu'ils font? Mm-hmm. Mais tu sais, tantôt, tu parlais qu'il y avait quand même plusieurs catégories de personnes qui étaient issues de la pauvreté, entre autres les personnes qui ont des maladies mentales, qui sont des fois inaptes à travailler. Donc, là, on ne parle pas de ces gens-là. Là. On parle plus des gens qui ont la santé nécessaire pour retourner sur le marché du travail. Ouais, on parle un peu de tout ce monde-là. OK. Ça, je te dirais que c'est des situations de vie qui peuvent faire en sorte que les gens se retrouvent en situation de pauvreté. Pour nous, c'est très clair que ce n'est pas des causes de la pauvreté. Les causes de la pauvreté, elles sont principalement systémiques. Fait que quand on dit parlons des vraies causes de la pauvreté, c'est celle-là. Mais un peu comme toi, c'est-à-dire que le commun des mortels va dire bien, si tu n'étais pas dépendant, il ne serait pas pauvre. Là. En même temps, on sait qu'il manque de services. Santé mentale, on le sait qu'il manque de services. Je le dis pas fort, mais tout le monde le sait. Il manque de services. C'est ça. Dites-le pas. Fait que, tu sais, la prise en charge de ces gens-là doit être améliorée. Maintenant, on parle aussi des gens en situation de pauvreté parce qu'eux bénéficient aussi de l'aide sociale, mais finalement pour des contraintes sévères à l'emploi quand il y a un diagnostic. Mais des fois, tu n'en veux pas de diagnostic quand tu as une problématique en santé mentale parce que tu es incapable de faire face à c'est quelque chose de formel puis de confirmé. Oui, tu es dans le déni, là, c'est sûr. Absolument. Fait qu'il y a des gens, c'est ce qu'ils nous disent. Là, on fait comment ça que tu es sur l'aide sociale sans contrainte sévère à l'emploi, puis tu sais, tu as une problématique en santé mentale parce que j'ai pas de diagnostic officiel puis j'en veux pas. OK. Fait que là, ils se privent d'argent. Mais il y a une autre problématique qui est l'acceptation de la maladie. Oui, je comprends ce que tu dis parce que, bon, quelqu'un dans ma famille proche était dans cette situation-là avec une maladie mentale, était schizophrène, puis il ne voulait pas, son diagnostic. Et il cherchait des emplois, il faisait des emplois, mais il cachait. Il cachait ce qui se passait, tu sais, mais il ne gardait jamais ses emplois. Mais non, c'est parce qu'il y avait la maladie qui était vraiment fait qu'on comprend que ces gens-là ne vont pas être à même d'intégrer un emploi. C'est d'autres choses que ça prend. C'est un autre soutien que ça prend. C'est ça. Comment on peut faire pour en venir au fait que tu acceptes sa situation, qu'on puisse t'accompagner vers un diagnostic puis une prise en charge médicale pour que éventuellement tu puisses intégrer un emploi. Mais il y a un bout à faire par rapport à ces gens-là. Fait que non, on ne parle pas juste de gens qui sont aptes au travail. On parle de tous ces gens-là. Puis ça, je le répète, ce sont des situations de vie qui peuvent faire en sorte que les gens se retrouvent en situation de pauvreté. Mais si on avait des approches structurantes au niveau politique, des investissements, des engagements gouvernementaux, on pourrait permettre à ces gens-là, éventuellement, de sortir de la pauvreté puis de bénéficier de tout le soutien et les services dont ils ont besoin pour y arriver. Écoute, on va faire une autre pause parce que là, on va aller parler de ces causes, les causes à effet. Et ces causes-là peuvent être profondes, pardon, mais peuvent être aussi à la surface des choses. Parce que on peut être en très bonne santé, perdre son emploi du jour au lendemain ou tomber malade, puis pouf, c'est comme par magie, on devient dans une situation très précaire. Absolument. Alors, on fait une pause, petite gorgée d'eau encore, hein? Un chat dans la gorge. Je pense qu'il veut parler, ce chat-là, aujourd'hui, là. Alors, nous, on revient tout de suite après. Alors, de retour, aujourd'hui, on parle toujours de la pauvreté pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Et la pauvreté, c'est profond. C'est la nouvelle campagne de Corporation Développement communautaire, d'Amos, qui sont en pleine campagne de ce sujet qui est vraiment profond. Puis, on en parle depuis le début avec Carole. Et sincèrement, tu es en train de me sensibiliser. Ta job, là, elle se fait, là. Hein? C'est bon, ça paraît peut-être pas, là, mais elle se fait. Je me sens un peu plus interpellée par la cause pour l'avoir déjà été. Mais tu sais, la mémoire, là, est une faculté qui oublie. Absolument. Alors, tu es dans une situation de pauvreté de surface.
Hein? Parce que c'est pas une cause qui est profonde, qui est plus de surface. Quand j'appelle de surface, c'est parce que tu étais correct, puis t'as coup, pouf, malchance, tu deviens pauvre, puis après ça, pouf, tu te refais. Puis, tu sais, c'est ce que j'appelle de surface. Et là, c'est justement, on va l'apprendre de ça, là. Tu sais, on parle, c'est profond, mais en même temps, tu sais, moi, je vois qu'il y a des affaires qui peuvent être de surface aussi, que c'est une certaine malchance ou malchance dans la santé que tu peux te refaire après, mais tu ne restes pas dans cet état-là. Par contre, il y en a qui restent là longtemps. Il y en a qui restent là longtemps. Évidemment, ça dépend. Tu sais, c'est situationnel. Qu'est-ce qui t'a amené là? Il y a des éléments, il y a des gens pour qui ce qui les a amenés en situation de pauvreté, c'est des éléments tout à fait ponctuels, comme tu l'as mentionné. Par exemple, tu sais, je regardais récemment une étude qui disait que les gens qui sont atteints de cancer s'endettent de plus de 200 $ par mois pour aller à le traitement, bon, les médicaments, les ci, les ça. Évidemment. C'est ce que j'ai vécu. Voilà. Fait que tu sais de quoi je parle aussi. En même temps, bien, heureusement, les gens se rétablissent. Finalement, ils se refont de santé, ils retournent travailler, ils se refont de santé financière. Puis ça va, ça se replace. C'est ça. D'autres gens pour qui la situation peut un peu plus perdurer dans le temps. Je pense à un homme qui est en situation d'itinérance qui disait « Moi, là, j'étais un travailleur de la construction. J'ai eu un accident de travail, on m'a prescrit des opioïdes, j'ai développé une dépendance, j'ai tout perdu, je suis dans la rue, je suis encore dépendant de cette substance-là. Il faut que je m'en sorte. » OK. Fait qu'on comprend que lui, bon, finalement, on est allé ailleurs, ça a été un peu plus difficile. Il est encore dans cette situation-là. Il doit travailler sur sa dépendance pour faire en sorte que les choses se replacent. Fait qu'évidemment, c'est pas simple. Ça dépend de ce que les gens ont vécu. Quand nous, on a sorti l'iceberg, parce que c'est un iceberg qui est sur notre affiche, là, tu l'as présenté précédemment, moi, je trouvais que c'est un peu surfait. Tu sais, je me disais, on le voit partout, l'iceberg, pour expliquer ce qu'on voit versus ce qu'on voit pas, l'importance de... On s'est dit, non, mais finalement, il n'y a pas autre chose de plus parlant que ça pour notre campagne. L'iceberg, ce qu'on voit à la surface, c'est ce qu'on entend souvent. Moi, ce que j'entends souvent, c'est le monde ne veut plus travailler. Le monde ne veut plus travailler, il y a de la job au coton, puis il n'y a personne. Bon, c'est ça qu'on entend. Fait que ça, c'est la surface. C'est ce qui explique la pauvreté de façon générale pour le commun des mortels. Les gens ne veulent plus travailler. Mais en même temps, on s'en déresponsabilise. On dit ça juste pour dire, tu sais, être un peu dans le déni. Oui. En fait, là, souvent, on a, par les différentes politiques qui ont été mises en place, puis tu sais, là, je ne veux pas remonter dans l'histoire, mais tu sais, les boubou-macoutes des années 80 où on persécutait les gens, puis on cherchait à débusquer les fraudeurs à l'aide sociale, etc. Tu sais, souvent, on a rendu les gens en situation de pauvreté comme responsables. Tu sais, c'est comme la conséquence d'un mauvais choix, la conséquence de la paresse, conséquence de... C'est un peu ça. Puis là, heureusement, les choses commencent à se déconstruire. Tu sais, ça fait quand même quelques années là, que les gens sont un peu plus ouverts par rapport à la pauvreté, puis c'est plus que ça. Pas juste les choix de... C'est pas juste les conséquences d'un mauvais choix, mais il reste un bout à faire. Fait que là, en haut de notre iceberg, on a... Bien, finalement, les gens, ils ne veulent pas travailler. Il y a plein d'emplois, puis il y a encore des gens qui bénéficient de l'aide de dernier recours, qui sont sur le chômage, puis je ne sais pas quoi. Quand on creuse un peu plus, on se dit, bien, l'analphabétisme, ça peut être une situation qui fait en sorte que tu puisses vivre de la pauvreté. En Abitibi-Témiscamingue, 58 % des gens n'atteignent pas le niveau 3 de littératie. Niveau 3 de littératie, c'est pour être fonctionnel de façon quotidienne avec des textes un peu plus complexes. 56 58 58 Mais c'est énorme. C'est énorme. Mais c'est quoi la cause de ça? Parce que, bon... Bien, en fait, là, je pourrais... En fait, la cause de ça, puis parce que on n'a pas tant de temps que ça pour l'expliquer, mais il faut se rappeler qu'on est dans une région où on fait l'exploitation des ressources naturelles, puis que nos étudiants universitaires, cégepiens, il y en a pour qui c'est la première génération là, qui vont à l'université. Fait que sans faire un historique très complexe de notre niveau d'éducation, c'est un peu ça qui explique cet élément-là. Mais quand on ne le sait pas, tu sais, quand je dis on a misé sur des choses qui ont surpris notre agence de communication, ça, c'en est une. L'analphabétisme, ça se peut que ça fasse en sorte que ce soit un peu plus compliqué ta vie. Les autres éléments, la séparation, on le sait, quand il y a quelqu'un qui s'en va, bien évidemment, ça se peut qu'on se retrouve en situation de pauvreté. L'handicap, invalidité en général, même si tu bénéficies de l'aide de dernier recours avec contrainte sévère à l'emploi, c'est quand même 1000 quelques piastres que tu vas avoir par mois. C'est pas 3000, là.
On s'entend qu'il faut que tu payes ton logement. Ah ouais, non, Puis en non. plus, qu'il faut qu'il soit accessible, puis ci, puis ça. Puis bon, T'es en survie, là. tu vas payer ce qu'il faut que tu payes pour avoir quelque chose d'accessible selon ta condition. Fait que ça se peut que tu sois mal logé puis que ça te coûte trop cher puis que tu aies de la difficulté à te loger, à te nourrir, tout ce qui vient avec. Monoparentalité, écoute, on ne se fera pas un dessin, là, mais on sait principalement que les chefs de famille monoparentales, principalement les femmes, 25 sont en situation de pauvreté. Fait que c'est tous ces éléments-là. Tu sais, tu perds un proche, la maladie, la dépendance, la santé mentale, la pauvreté intergénérationnelle, c'est-à-dire que tu as vécu dans une famille qui est en situation de pauvreté toute ta vie. Tu n'as pas toutes les habiletés, les compétences, puis là, ben, on te demande d'intégrer la société comme si tu avais tout ça, alors que les études au niveau du développement de l'enfant nous démontrent que tu pars avec une prise en partant. Là. Déjà, à la maternelle, tu as un déficit dans ta capacité d'absorber l'information académique qu'on va te livrer. Il y a la maternelle. Mais pourquoi? Parce que, bon, si tu es à la maison, est-ce que c'est parce que tu as un manque de nourriture? T'as des manques à la maison qui fait que tu ne seras pas capable de pouvoir aller chercher les connaissances nécessaires ou les apprendre? Avoir ces apprentissages-là? Tu sais, la pauvreté, là, c'est une multitude de facteurs qui sont complexes. Fait que, tu sais, tu pars avec ce bagage-là, on le sait, là, c'est nos parents qui nous éduquent, qui nous donnent certaines valeurs, certaines compréhensions, l'éducation, etc. Bien là, on part avec des parents qui n'avaient peut-être pas tout, puis qui vont donner le maximum de ce qu'ils peuvent à leur enfant, mais ça ne sera peut-être pas suffisant pour faire en sorte qu'on puisse aller au-delà. Fait qu'évidemment, on parle de 34, tu sais, les enfants, 34 %. C'est pas un 100 %. Il faut faire attention pour ne pas tomber dans le jugement non plus, mais ça, c'est une réalité qui s'explique. Puis heureusement, des fois, il y en a qui s'en sortent de façon adéquate. Effectivement, il y a quand même un pourcentage là, qui s'en sort. Absolument. Là. Mais on comprend qu'il y en a un pourcentage pour qui c'est beaucoup plus difficile. Ceci étant, c'est tout ça, le manque d'habileté sociale, tu sais, le fameux savoir-être. Tu sais. Moi, là, j'ai travaillé à un moment donné en intégration à l'emploi. Puis il y a des gens à qui j'ai appris que c'est important d'arriver à l'heure, de mettre un cadran, de se donner une routine le matin, Parce que cette importance-là, il n'y a personne qui nous avait appris ça. OK. Fait qu'on part de là. Mais ces gens-là, ils sont allés à l'école? Ils sont allés à l'école, puis des fois, ils ne sont pas allés parce qu'ils ne se sont pas levés. Puis, tu sais, il y avait peut-être des parents pour qui c'était pas important. Puis, c'est ça. OK. Sur le côté des parents, c'est peut-être pas important, cet aspect-là, où ils se déresponsabilisaient peut-être aussi un peu de la charge. Puis, tu sais, eux, ils en ont-tu des habiletés? Peut-être pas non plus. Fait que tu peux pas transmettre ce que tu n'as pas. Fait que ceci étant, puis heureusement, c'est pas une majorité, là, c'est un cas de figure, mettons, mais ça arrive. Fait qu'on part de là. Fait que les organismes qui font de l'intégration à l'emploi puis qui accompagnent ces gens-là, bien, c'est ça qui travaille avec ces gens-là. Puis là, bien, ça, c'est un long shot. Tu sais, tu dis pas, on va se rencontrer 3-4 fois, on va t'expliquer les affaires, là, puis après ça devrait bien aller. Pas de même que ça marche. Fait qu'il faut y mettre un peu plus de temps. Fait que ça, c'est des situations qui peuvent faire en sorte que les gens se retrouvent en situation de pauvreté. Ça nécessite de l'accompagnement, de la compréhension. Il faut mettre en place des éléments qui sont structurants pour leur permettre, leur donner des leviers pour qu'ils s'en sortent aussi. Puis ce volet-là, bien, appartient à la communauté dans une certaine mesure, parce que quand je comprends que c'est important, là, que là, on n'est plus juste là. Tu sais, le monde ne veut plus travailler. Oui, c'est ça. Qu'on descend un peu plus, puis qu'on comprend que l'analphabétisme, c'est une conséquence, puis que, tu sais, il y a des éléments de situation de vie qui sont plus compliqués qu'on pense, parce que nous, on ne les a pas vécus. Bien, ça se peut qu'on trouve ça important qu'il y ait des éléments structurants qui soient mis en place pour soutenir ces gens-là. Fait qu'il faut le nommer. Il faut soutenir ce qui est là, puis il ne faut surtout pas s'y opposer. Parce qu'en fait, l'opposition, c'est souvent généré par nos craintes, nos peurs. Fait que si on est là, il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui me fait peur là-dedans? Puis évidemment, peut-être qu'on a matière, nous aussi, à aller développer des compétences, des connaissances, des habiletés sur ce qui nous dérange pour mieux comprendre la situation. Mais en même temps, la vie est tellement rapide. Les gens, travaillent, dodo, c'est ça la vie des gens, puis activité, toujours dans le faire, etc. Ouais. Donc, ils ne se posent pas nécessairement les questions à OK, ben là, lui, il est dans la rue parce que
X, Y, Z, puis là, je vais aller chercher mon côté de compassion par rapport à ça. Tu sais, on ne se pose pas toutes ces questions-là. Ben, on ne se pose pas ces questions-là. Puis en même temps, on sait que la vie va vite pour les gens. Puis moi, je ne leur demande pas de devenir les sauveurs de tous ceux qui sont en situation de pauvreté. Moi, je ne demande pas ça. Il y a des gens qui travaillent pour ça. Il y a des experts qui travaillent auprès de ces gens-là. Il y a déjà des liens de confiance qui sont établis. Par contre, de demander au gouvernement de mettre en place des politiques structurantes, puis de trouver que ça fait du sens quand ça arrive, puis de soutenir les initiatives qui sont en place, ça, c'est quelque chose qui peut être fait. Puis tu sais, en même temps, là, on ne part pas de zéro, là. Moi, je ne pars pas avec une population qui ne connaît rien à la pauvreté puis qui s'en sac, là. Quand on fait la nuit des sans-abri, qui est une activité de sensibilisation, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir pour mieux comprendre c'est quoi l'itinérance, c'est quoi les sans-abri, puis qui posent des questions, puis qui interpellent les intervenants. Puis il y a des familles qui arrivent avec leurs enfants, puis leurs poussettes, puis leurs affaires, puis ils viennent participer à la nuit des sans-abri. Puis c'est dans ces conditions-là que des fois, j'ai des entrepreneurs qui débarquent dans mon bureau puis qui font « je sais pas quoi faire, mais je trouve ça important. Tiens, ma carte, s'il y a quelque chose, appelle-moi. Fait qu'il y a des gens qui sont conscients, puis il y a des gens comme cet entrepreneur-là qui veulent, mais qui ne savent juste pas quoi faire. Puis déjà, de lever la main puis de dire « Hey, moi, je trouve ça important qu'il y ait des choses qui se fassent par rapport à ça, mais je ne sais pas quoi faire. » C'est déjà un plus de soutenir les initiatives qui se font. Ça, cette campagne-là va culminer par un forum sur la pauvreté. OK. Fait qu'on espère... Un forum en ligne ou un forum... Un forum auquel on va convier la population pour venir discuter de pauvreté. OK. Comment ça se passe chez nous? Comment on perçoit ça? Puis en même temps, ça va nous donner un enlignement aussi pour les suites à faire parce qu'il faut sonder, en fait, ce que les gens en pensent de la pauvreté. Là, on sait qu'on a un travail à faire pour sensibiliser les gens. Là, on le sait, là, la pénurie de main-d'œuvre fait en sorte que les gens ne comprennent pas, puis c'est normal. Là. Moi, c'est la première question que je me poserais si je n'intervenais pas dans ce milieu-là. Il y a plein de jobs. Comment ça se fait? Il y a encore du monde qui ne travaille pas. Oui. Fait que là, on lui demande d'aller plus loin que ça, réfléchir à ça. Puis après ça, venir réfléchir avec la communauté. Dire, moi, j'ai compris des affaires, mais il me reste des affaires à comprendre. Puis ensemble, là, y a-t-il quelque chose qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on voudrait qu'il se fasse? Comment on voit ça? Puis soutenir ces initiatives-là. Puis comme je disais, on ne va jamais lui demander d'héberger des gens en situation d'itinérance. On ne va pas lui demander de construire du logement social, à moins que ce soit des contracteurs, on s'entend. Mais sinon, c'est pas ça qu'on attend d'eux. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place de structurant dans notre communauté? Puis après ça, ceux qui ont l'expertise, les connaissances, bien, ça leur donnera un plan d'action. Où est-ce qu'on a l'aval des citoyens pour intervenir? Bien ça, là, on pense que ça peut être gagnant. C'est intéressant, ça. Alors là, quand est-ce que vous allez faire ce forum-là? En fait, là, je ne veux pas m'avancer sur une date parce que je veux voir l'évolution de la campagne. OK. Quand on sera rendu là, puis que les gens feront « Oui, j'ai compris des affaires, je veux en jaser », puis on va sentir que vraiment il y a une ouverture, bien là, on va coller le forum. Nous, on se dit que ça peut être dans 1 an. OK, quand même. Ça peut être dans 1 an et demi. Mais cette campagne-là, c'est un long shot aussi. Là. C'est du long terme. Là. OK. Puis c'est un peu l'agence de com nous disait « Oui, mais là, Carole, ces résultats-là, cet objectif-là que tu poursuis, d'ouvrir les consciences, créer un capital de sympathie, développer une sensibilité, tu sais que ça se fait pas en 2 mois. » là. Puis comment vous allez faire pour mesurer tout ça? Bien, en fait, on va sonder la population. OK. Puis je veux pas faire un vox pop. On nous a demandé OK. si on allait faire des vox pop. J'ai pas envie de faire un vox pop. J'ai pas envie de rendre les réponses publiques. Moi, tout ce que je veux savoir, c'est quoi l'évolution de la perception sur le terrain. OK. On va faire aussi des mini-documentaires. Fait que ça aussi, on va demander à des gens de participer. On va solliciter un peu la perception des gens par rapport à ça. Fait que c'est tout ça qui va nous donner certaines indications puis certaines mesures pour savoir où est-ce qu'est rendue notre communauté dans sa compréhension de la pauvreté puis son ouverture par rapport à la situation. OK. Là, tantôt, on a parlé légèrement des causes là, de l'iceberg. Là. Alors, je les ai ici. Donc, on a la dépendance, le manque d'habilité sociale, troubles de santé mentale, pauvreté intergénérationnelle, perte d'un proche, la monoparentalité, l'handicap et invalidité en général, la séparation et l'analphabétisme. Hein? L'analphabétisme. Je te le donne, c'est pas si simple. Donc là, on va... on a une belle campagne. On peut la voir où? Comment ça va se passer, cette campagne-là? En fait, là, quand on a fait le lancement, on a invité principalement nos partenaires. Puis la CDC, comme elle travaille beaucoup en partenariat, beaucoup en concertation, on a beaucoup de partenaires. Puis ce qu'on leur a dit, c'est on se fie sur vous pour déployer cette campagne-là avec nous.
Parce que moi, si je n'ai pas mes partenaires pour déployer ça, cette campagne-là va mourir dans mon ordinateur. Ouais. Fait que tout le monde est favorable à ça. On a fourni les affiches. Fait que là, les gens peuvent voir les affiches un peu partout en ville. On a les affiches qui sont un peu plus générales, comme celle que tu as montrées. On a d'autres affiches où là, on va mettre une espèce de loupe sur une situation, puis mettre des statistiques puis des explications. Fait que tout ça circule en ville. On a utilisé, évidemment, des lieux publics pour que tout le monde puisse la voir, parce que c'est ça, notre public cible, c'est la population. Ouais. Fait qu'il y aura ces affiches-là. Il y a les réseaux sociaux. Donc, le Facebook de la CDC, Instagram, on a même ouvert un compte TikTok parce qu'il y a des vidéos aussi qui vont circuler. Donc, les réseaux sociaux vont être utilisés. On va prendre la parole de façon systématique quand il y a question de pauvreté. On va évidemment diffuser les mini-documentaires qu'on va faire. Il y a le forum qui va s'en venir. On va interpeller nos communautés. La communauté, on continue à travailler avec notre comité avec, parce qu'il y a le site Internet aussi que les gens peuvent aller visiter. Puis là, je vous jette quand même une petite vigilance. Nos statistiques, là, ils sont soit avant la pandémie, fait qu'ils ont l'air un peu vieilles, ou après. Parce que pendant, on se rend compte que le nombre de familles pas monoparentales, mais en situation de pauvreté au Canada a presque fondu de 50 %, mais parce qu'il y avait des prestations. Ah, OK. C'est ça. Oui. Puis après, oui. On a vécu un niveau de pauvreté incomparable parce qu'il y a des gens qui ont aussi beaucoup dû... plus. Ben oui. En fait, dans la MRC, là, on a quand même 45 personnes pour qui le revenu annuel est de un peu plus de 4 000 $. Hein? Fait que là, ça, c'était une première. Là, on s'est Attends un peu, là. Attends une minute, là. Là, tu es en train de me jeter à terre, là. Un revenu annuel de 4 000 $. 4 200 quelques dollars. Comment ça se peut, ça? Bien, écoute, c'est ce qu'on s'est dit. C'est comme, wow, on n'a jamais vu ça. 4 200. C'est moins que l'aide de dernier recours, même sans contrainte à l'emploi, on ne comprend pas. Mais c'est peut-être des gens qui ont eu des prestations, ou dans certains cas, on le sait aussi, des gens qui ont demandé des prestations PCU en leur nom, mais ils n'ont jamais touché cet argent-là. Okay. Et là, ils doivent rembourser. Oh. Fait qu'on s'est dit, il y a peut-être un peu de ça là-dedans. Parce que, fait que tu comprends-tu que pendant la pandémie, la pauvreté s'est grandement améliorée. Après la pandémie, elle s'est grandement détériorée. Fait que là, c'est comme pas des chiffres qu'on veut retenir. Fait qu'on a des statistiques quand même qui datent d'avant. OK. Puis là, on attend les nouvelles statistiques. Peut-être plus réalistes, celles qui datent d'avant. Absolument. Là. Fait que je mets une petite mise en garde là-dessus. Quand les gens vont aller visiter le site, la pauvreté, c'est profond.org, tout ensemble. Tu sais, il y a des statistiques, là, ils vont dire, mais voyons, il me semble que c'est vieux. Fait que soit... Comme je vous dis, on a pris avant, ou il y a des chiffres quand même où les statistiques n'ont pas été refaites. Parce que c'est difficile d'avoir des statistiques sur la pauvreté de façon générale. Mm-hmm. C'est quoi les besoins là, actuellement, là, ici, on va parler parce que vous, votre région, c'est en fait la localité, c'est plus, on parle plus d'Amos, là. C'est pas la MRC. Région. Là. Non. En fait, là, la CDC couvre le territoire de la MRC. Fait qu'Amos et les municipalités environnantes. Okay. Fait que, c'est ça, on couvre ce territoire-là. Les besoins, si on parle en matière de pauvreté, je vous les ai nommés. On tourne autour des éléments qui sont un enjeu pour la MRC Abitibi, mais qui sont aussi un enjeu pour la région et pour le niveau provincial, qui sont le logement et le transport. Les besoins sont énormes. Mais tu sais, en même temps, ces besoins-là sont aussi important pour ceux qui ne sont pas pauvres. Absolument. Fait, donc, on a fait l'année passée un portrait sur les besoins en matière de logement. Dans mes répondants, j'ai des gens qui m'ont dit, moi, j'ai 1 000 $ par mois à investir dans un loyer et je ne trouve pas. Fait qu'on comprend que c'est quelqu'un, tu sais, si tu dis, ben je mets 30 % de mon revenu, 30 % c'est 1 000 $, c'est correct, tu n'es pas en situation de pauvreté, ils ne trouvent pas plus. Fait qu'on comprend que cette rareté-là, c'est comme si, en fait, le logement, c'est un droit. C'est comme si on le soumet au marché spéculatif. Fait que là, il va être l'offre et la demande. Oui, c'est ça. Fait que moins il y a d'offres, plus il y a augmentation du prix, puis la demande est aussi élevée. Fait que là, on est un peu là. Il y a un peu de spéculation, il y a un peu de toutes sortes d'affaires. Fait qu'il y a des gens qui ne trouvent pas parce qu'il y a une rareté aussi, puis il y a des gens qui ne trouvent pas parce qu'ils ne sont pas capables de payer le loyer demandé. Mais non, c'est parce que c'est rendu luxueux avoir un loyer, là. Absolument. C'est plus cher qu'une maison, des fois. Là. Absolument. Alors, fait que ceci étant, ça reste un enjeu important. C'en est un pour monsieur, madame, tout le monde, et il est encore plus important et pesant quand on est en situation de pauvreté. Fait que ça, c'est un élément. Comment est-ce que les organismes peuvent aider dans ce temps-là? Ils ont les mains liées. C'est difficile. Tu sais, moi, là, jusqu'à récemment, là, quand il y avait des gens qui se présentaient chez nous et qui disaient « Je suis sans logement, pouvez-vous m'aider? »
Et je veux dire, tout ce que je pouvais dire, c'est je sais, ça fait plus que 10 ans qu'on est en crise de logement, puis on travaille là-dessus. Sauf que là, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que là, le problème, c'était toujours le même. C'est-à-dire, si on voulait construire du logement social, qui va construire ça? Qui va gérer ça? Comment on organise ça? Moi, la CDC, j'ai une expertise en OBNL, en gouvernance. La ville dit, bien, moi, je ne vais pas construire des logements, mais j'ai peut-être un terrain. L'OH dit, bien, moi, je gère des logements, mais tu sais, en tout cas... Pas la construction. Ben non, pas nécessairement. Là, ils gèrent le Centurion, mais quand même. Ceci étant, puis tu as le groupe de ressources techniques qui dit, bien, moi, c'est ma job, ça, les projets, etc., de construction, c'est ça. Fait que là, on s'est tous mis ensemble. On a dit, parfait. Qui a une expertise dans quoi? Fait qu'on va tous prendre une petite bouchée de où on a une expertise, puis on va travailler ensemble pour apporter des réponses concrètes. Parce que c'est un peu ça. C'est un problème pour tout le monde. On ne sait tous pas quoi faire avec ça. On a tout un petit bout d'expertise qui n'est pas suffisant pour réaliser un projet. Mais quand on se met ensemble, on développe une expertise complète. Fait que là, j'ai beaucoup d'espoir par rapport à ce nouveau comité, parce que ça pourrait être une réponse adaptée. Maintenant, faut-il encore qu'on ait accès à des programmes de subvention qui sont accessibles, adéquats. Ce n'est pas le cas maintenant. Pas le cas. Fait que ça, c'est l'autre bout. OK. Fait que c'est là qu'on en est, là, dans les actions concrètes sur le terrain. C'est ça. Puis, tu sais, dans le day-to-day, bien évidemment, il y a tout le reste, mes groupes en employabilité qui accompagnent les gens qui veulent être en intégration d'emploi, tu sais, les groupes qui font du dépannage alimentaire, des cuisines collectives, etc., qui soutiennent ces personnes-là. Fait que ces initiatives-là demeurent. Elles soutiennent les gens en situation de pauvreté. Mais là, on va aller une coche au-dessus. L'avenir, on la voit comment? L'avenir, on la voit comment? On l'espère positive. En même temps, tu sais, quand je regarde tout ce qui est inflation, les difficultés, les gens qui se retrouvent en situation de pauvreté, qui ont à peu près pas vécu ça parce qu'ils ont toujours travaillé, mais au salaire minimum, c'est difficile pour ces gens-là. Est-ce que ça va s'améliorer? Est-ce qu'on pense vraiment que le prix des denrées alimentaires va diminuer drastiquement? Que je ne suis pas certaine. De là, l'intérêt de déployer des éléments qui sont structurants pour ces personnes-là, qui sont de plus en plus nombreuses et qui vont être de plus en plus nombreuses si les choses ne s'améliorent pas. Écoute, c'est déjà la fin. On aurait pu faire 2 heures ensemble. Tellement qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il faut se le dire. La pauvreté, c'est profond. Absolument. Alors, on est allé en profondeur en 1 heure. On aurait pu faire plus qu'1 heure. Mais cependant, le temps passe très rapidement avec toi. Tu es très intéressante, tu as beaucoup de connaissances à nous partager et je t'en remercie. Tu m'as énormément sensibilisée à la cause. Et là, c'est l'autre bout de chemin qu'il faut faire. Là. C'est l'autre bout de chemin et c'est de soutenir. Vous l'avez entendu, Carole? Soutenir. Si vous ne pouvez pas faire autre chose, soutenir la cause en est une des choses qui est à effectuer. Alors, merci beaucoup, Carole. Ça fut un plaisir. Et j'espère que pour vous, vous avez été sensibilisés et que vous avez le goût peut-être de mettre un petit peu votre grain de sel là-dedans, mais en même temps de voir, à faire attention au jugement peut-être, au jugement qu'on peut apporter très rapidement quand on voit les gens en situation de pauvreté. Ben, dites à votre voix de tête, là, et dire « Hey, arrête de parler pour moi! » Alors, sur ce, nous, on se voit pour une prochaine émission. Ciao tout le monde! À la prochaine!